Voilà. Eccoci qua alla libreria italiana. Oui. Ok. Allora, siamo alla libreria italiana Tour de Babel con Alexandra Kamenskaya, carissima amica, ma la libreria di Fortunato Tramuta che ha scelto Roi de Sicile, nel pieno del Marais, per far conoscere la cultura italiana e gli autori italiani ai parigini. Oggi noi siamo invece per Lev Tolstoi. Roberto Coalora est journaliste, historien, auteur, bibliophile passionné. Il est connu notamment pour ses recherches sur l'histoire de l'Autriche-Hongrie, mais aussi, surtout, et c'est l'occasion pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui, il est spécialiste de ce grand écrivain russe qui est Léon Tolstoï. Il lui a consacré, notamment il y a quelques mois, une biographie qui vient de sortir chez Edizione della Sera, et qui s'appelle Lev Tolstoï, Il coraggio della verità. Voilà. Et justement, Roberto, dis-nous un peu, d'où vient cet intérêt, cette passion pour Tolstoï? À quand ça remonte? Je crois savoir que ça remonte à il y a assez longtemps. Donc, parle-nous un peu des origines de ton histoire avec ce grand écrivain russe. Bon, ma formation, c'est une formation... je suis historien, donc j'adore l'histoire, et quand j'étais petit, j'ai regardé tous les livres qui parlaient d'histoire. Donc il y avait Jules Verne avec Mikhail Strogoff, il y avait Victor Hugo, et puis c'est des petits livres pour les jeunes. Et donc je m'amusais à trouver des sujets historiques. Et quand j'ai lu pour la première fois à 7 ans Tolstoï... Quelle œuvre? Ah, les premiers... Pas Guerre et Paix, Oui, Guerre et Paix, mais non, c'est pas à 7 ans. Oui, mais une réduction pour la jeunesse. Donc c'était un livre de 120 pages. Donc est-ce possible de dire Guerre et Paix à 120 pages? Je te répondrai aussi à ça. C'est impossible pour moi maintenant. À l'époque, c'était une suggestion. Donc je trouvais pour la première fois la Russie. Donc la description de la campagne, des gens, etc. Et je suis tombé amoureux. Et puis, oui, Tolstoï, c'était toujours un peu à côté de moi pour la sympathie. Et quand je suis devenu comme ça professeur à l'université, j'ai cherché de retrouver encore Tolstoï, et je me suis aperçu qu'il y avait aussi des œuvres. Il y a dans la collection russe depuis 90 volumes en Italie, je crois qu'on connaît surtout les Tolstoï romanciers, donc Anna Karenina, Guerre et Paix, les récits de Sébastopol, et comme ça les contes, mais on ne connaît pas les Tolstoï qui a écrit beaucoup d'autres choses avec un contenu sociaux, etc. Tolstoï philosophe. Tolstoï philosophe, oui. On connaît un tout petit peu quand même, oui, moi c'est vrai. Oui. En Russie, on connaît surtout les Tolstoï pédagogues, les maîtres, l'école de Yasnaya Poliana, surtout. Et donc, ici à Paris aussi, merci à toi, parce que je fais des recherches à la bibliothèque historique de la ville de Paris, j'ai découvert des écrits, par exemple écrits de Tolstoï pendant la guerre russo-japonaise, par exemple Guerre et Révolution. C'est ça ce qui a donné lieu Exactement. à cet essai que tu as publié en Italie aussi, Guerre et Révolution, Guerra e Rivoluzione. Il s'agit des écrits inédits qui n'avaient jamais été publiés en Italie avant. Oui, exactement. Et c'est pour Tolstoï, dans ce cas-là, la révolution, c'est pas la révolution russe, c'est la révolution que les gens doivent faire à l'intérieur de soi-même. La vraie révolution pour Tolstoï, c'est la révolution qu'on doit faire. Et c'est pour ce côté que Gandhi adorait Tolstoï. Parce que c'est la non-violence, c'est la prophétie de... Une révolution en quel sens? Intérieur. Intérieur, c'est clair. Parce que pour lui, il est impossible de... Par exemple, si on fait la révolution qui devrait apporter quel changement à nous? Oui, changement intérieur, spirituel. Contexté, Tolstoï à l'époque, c'était les socialistes, les anarchistes, les communistes qui voulaient faire tomber les tsarismes avec la violence. Et Tolstoï disait, c'est pas possible de substituer un régime comme celle de la Russie qui se tient avec la violence, etc., en répondant avec la révolution, avec la violence. Si vous voulez être meilleur, on doit être pacifiste. Donc la loi
l'unique loi qui reconnaît Tolstoï, c'est la loi de l'amour. Donc c'est un message évangile aussi. On peut penser aussi un peu naïf, mais à la fin, c'est Tolstoï qui touche Très notre intéressant cœur. justement, lui qui a en fait qui parlait des messages très, très chrétiens finalement, lui qui était exclu de l'Église orthodoxe russe. Exactement, en même temps. exactement, oui. Oui, c'est bizarre et c'est encore une question ouverte, je crois, de la Russie d'aujourd'hui, parce que justement la famille Tolstoï, qui maintenant il y a un directeur à Yasnaya Poliana qui s'appelle Vladimir Tolstoï, il croit que c'est le moment que l'Église russe retourne son pas pour reconnaître Tolstoï par une communication, mais de retourner à l'intérieur de l'Église. Parce qu'à la fin, c'est quelqu'un qui voulait dire les messages originaux du Christ. Justement, Roberto, je voudrais, concernant cette biographie Coraggio della verità que tu as consacrée à Tolstoï, souviens-toi que j'étais témoin des tout derniers jours de ton travail sur ce manuscrit. Oui. C'était en Italie, à Casale Monferrato. Oui, on était en pleine période de vacances, mais toi, tu ne dormais pas de la nuit parce que tu étais en retard par rapport à ton éditeur. Donc, Exactement, oui. Voilà, mais ça, tout c'est bien terminé. Je tiens le livre entre mes mains aujourd'hui. Merci, Sacha. Et dis-nous justement, parce que Tolstoï, c'est un personnage historique à multiples facettes. Bien sûr, c'est un grand écrivain d'abord, mais c'est aussi un pédagogue, un philosophe qui avait ses propres conceptions sur l'organisation de la société, sur l'histoire. C'était aussi père de famille. Donc, sous quel angle ou sous quels angles tu traites Tolstoï dans cette biographie et de quelle vérité, il coraggio della verità, de quelle vérité tu parles finalement? Ah oui, on peut, le début, on peut dire, c'est l'idée, le courage de la vérité. Que la vérité, aussi en italien, c'est la verità, mais en russe, il y a deux façons de le dire. Oui. Il y a la pravda, il y a istina. Et donc, istina, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. Suprême. Exactement. Et donc, c'est là la recherche de Tolstoï. Tolstoï, il est soldat, tout d'abord, il est un aristocrate russe qui fait la guerre des Crimée. Mais depuis la guerre des Crimée jusqu'à la guerre russo-japonaise, il passe 50 ans. Dans cette longue période, Tolstoï devient un pacifiste, le maître du pacifisme mondial, reconnu aussi de Gandhi. Donc, la recherche de Tolstoï, c'est une recherche, à point de paix intérieur, de quelque chose qu'il cherche déjà en Crimée. Après la guerre des Crimée, et moi je cherche de le mettre dans les livres, les passages, les tournants avec lesquels Tolstoï est devenu pacifiste. Donc, le premier tournant, c'est la guerre des Crimée. Il a décrit pour la première fois la guerre comme à la guerre. Pas la guerre avec le bollettino de la Vittoria. C'est la guerre... Les horreurs de la guerre. Les horreurs, oui, décrit comme ça. Aussi les médiciens qui parlent latin et les moujiks qui ne comprennent rien. Donc l'horreur, l'atrocité de la guerre, l'incompréhensibilité de la guerre. Et après un an de la guerre des Crimée, il fait un voyage, et c'est bien parce que c'est l'aristocrate russe qui a combattu contre les Français, contre les Italiens, les Piémontais notamment. Et il voyage à Paris et à Turin. Parce que l'aristocrate russe, il cherche de découvrir comment la Russie de son époque peut améliorer. Donc, il va chercher dans la démocratie française, dans la démocratie de l'unique pays avec un parlement légiférant, que c'est les Piémonts, des exemples d'amener puis en Russie. Et à Turin, par exemple, dans toutes les biographies, on n'a pas écrit ça. Et donc, dans la Coraggio della verità, j'ai cherché de le mettre. Par exemple, il y a un Tolstoï voyageur il écrit beaucoup dans son carnet, dans son journal. Et par exemple, le 17 juin de 1957, il est à Turin, dans la Via Po, que tu connais. Il se promène, il va boire un café, il va voir l'Athénéum, l'université, il va dans les musées des statues, que c'est le musée égyptien de Turin, et il réfléchit, il regarde la jeunesse et il dit « Partout, on peut vivre et bien ». Donc il est surpris pour la liberté qu'on a dans le Turin de l'époque. Les personnages de l'époque, de les moments, et Cavour, qu'il a initié son comme ça, combat politique pour réunir tous les petits États de l'Italie. Et quand avec les amis russes, il part pour aller dans la Val d'Hôte,
Il se rappelle parce il était dans le Parlement italien, il écoutait les discours de Cavour et il restait frappé. Et donc avec les amis russes, puis dans les voyages, il parlait de Porfirio, de Cavour. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être souligné, parce que dans les autres biographies, on parle toujours de les rapports avec sa femme, que c'est très intéressant, Sofia Akeyevna, la mère, c'est de la famille. Qui, elle aussi, a laissé beaucoup d'écrits. Oui, bien sûr. Un journal intime qui est publié aujourd'hui. Oui. Bah, l'erreur, c'est que tu tiens confiance, surtout à un certain, comme ça, source historique, par exemple, celle de Sofia. On étudie surtout, comme on fait notamment Troyard ou des autres comme ça, savants qui sont intéressés à Tolstoï. On pense toujours à un homme de famille, quelqu'un il est très proche des messages d'évangile, mais on ne se rappelle pas les Tolstoï qui est voyageur, les Tolstoï qui était à la recherche de choses, aussi des systèmes politiques. Et donc, par exemple, quand il retourne et puis il va se marier, il a 34 ans et sa femme Sophie a 18, là, bonne chance parce qu'elle trouve une femme très jeune qui lui donne une aide très précieuse pour écrire Guerépé et puis Anna Karenina. Et quand il écrit Guerépé, pour moi, Tolstoï, il y a des suggestions de symbolisme maçonnique, de langage de science hermétique. Donc, quand il écrit Guerépé, Guerépé, maintenant, on considère Guerépé une classique de la littérature du XVIIIe siècle, de la littérature russe. Mais je pense, et je le dis dans les livres, que c'était une grande fable, et c'est aussi un essai philosophique et historique. Et c'est la raison par laquelle le vieux Tolstoï disait à Gorky, en souriant, avec un moitié sourire, comme ça, très bien, disait, mais sans fausse modestie, Guerépé est comme l'Iliade. Gorky, bien sûr, a écrit ça dans son carnet. Et oui, mais Tolstoï, c'est aussi quelqu'un de très sympa. Il connaît ses mérites, il va les dire, il se montre. Et ça, c'est l'homme que j'ai cherché de les décrire. Pas comme tu disais, quand j'étais petit, bien sûr, l'impossibilité de réduire Guerépé. Ah, c'est impossible. C'est la raison par laquelle tous les films qu'on a vus, peut-être celle de Bondarchuk, il est très bien parce que vraiment il dure, je ne sais pas combien, il y a très rares épisodes, etc. Mais c'est difficile de réduire. Mais pire que la réduction d'un film comme Guerépé, il y a les mauvais lecteurs. Et par exemple, il y a Woody Allen qui suggère une chose, les mauvais lecteurs de Guerépé par exemple. Il dit, j'ai eu un cours de lecture rapide, je suis capable de lire Guerépé en 20 minutes. Il parle de la Russie. Bon. Ça, c'est la possibilité, en effet, de la réduction. Robert, toi, tu parlais tout à l'heure de Tolstoï voyageur. Ouais. Moi, je vais dévoiler là, une information exclusive te concernant, parce que Robert, à part écrivain, journaliste, elle est aussi un grand flâneur. Ah ouais. En tout cas, dans cette belle ville qui est Paris. Donc, tu parles aussi de Guerépé, qui, souviens-toi, a écrit, il y a des pages entières qui sont écrites en français. Parce qu'à l'époque, la Russie parlait français. Quels sont d'autres liens? Est-ce que Tolstoï avait des liens particuliers avec la France? Est-ce que, à part la langue française? Oui, il y a par exemple, quand il arrive à Paris, il était le jeune aristocrate après la guerre des Crimée, il veut tellement connaître Paris qu'il les voyages, il écrit comme ça à sa babouchka Alexandrine, qui c'est un ami, c'est pas la babouchka. Il dit, je ne vais pas à Berlin, je veux aller tout de suite comme ça à Paris. Paris, il écrit, c'est la folie. Donc il reste à Paris pour il y a Turgenev à Paris, qui c'est un peu l'intellectuel russe par excellence à l'époque. Mais oui, c'est flâne, un flâneur, Tolstoï, parce qu'il passe son temps à voir des musées. Il écrit, bien sûr, il est déjà le Tolstoï écrivain, donc il va voir les types. Donc il parle des femmes, les hommes qu'il a rencontrés comme ça, il va décrire sur ses carnets. Et il y a seulement une chose qu'il fait tomber Tolstoï. Il dit, je ne trouve pas les mots en français,
il fait une fuite de Paris. Parce qu'il fuit Paris. Oui, un jour parce qu'il a regardé la guillotine, une scène dans une grande place. Il y a un homme qui est décrit comme un homme, bon, dans la plénitude, peut être comme ça un homme. Et donc il regarde la foule, qui regarde la scène de la guillotine avec la tête, bien sûr, comme ça, coupée de l'homme, et il reste choqué. Oui, on Donc, revient ici à oui. ce dont tu viens de parler, son côté Oui. contre la violence. Oui, oui. Et c'est déjà, et je crois que là, c'est la première fois que Tolstoï va écrire des choses sur la mort, sur la peine de mort. Oui. Donc oui, Paris, c'est la beauté, mais c'est aussi l'horreur de la Il y a civilisation. un sujet qui est intéressant dans Guerre et paix. Tolstoï expose sa vision, sa philosophie de l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est sa philosophie de l'histoire? C'est sa vision des rôles des grands hommes dans l'histoire, qui, tu vas confirmer ou pas, en fait, il n'attache pas beaucoup d'importance au rôle des personnes comme ça isolées, parce qu'il croit qu'il y a un cours presque prédéterminé de l'histoire. L'histoire se développe comme elle doit se développer par des, je ne sais pas, considérations suprêmes. Et en fait, les personnes isolées, comme Napoléon par exemple, ils n'ont maîtrisent pas, ils ne peuvent pas maîtriser l'histoire, c'est des fous, le contraire, et c'est la volonté de chacune des personnes, voilà, des foules humaines qui a plus qui joue plus sur comment l'histoire va se développer. Et tu te souviens, justement, il oppose sur ce plan-là, dans le livre, Napoléon et son vis-à-vis russe, le maréchal Kutuzov, Oui. qui pendant la campagne de Russie. Et justement, il prend le côté de Kutuzov qui, lui, prétend pas maîtriser l'histoire. Il voit juste qu'il y a en fait un mouvement de l'histoire, il le voit, il y a des foules, il y a ces soldats, il ne pense qu'à motiver ces soldats, donc à accompagner ce qui est déjà en place quelque part. Voilà, est-ce que ce sujet, tu as... Oui, c'est très intéressant aussi sur les plans philosophiques, parce que dans le 19e siècle, on a... Et Tolstoï connaît bien la philosophie, parce que la première chose qu'il va lire jeune, c'est Rousseau. Mais puis dans le 18e siècle, oui, il adore les philosophes français. Il va récupérer aussi Étienne de la Boétie, il adore Montaigne. Et ce qui n'aime pas, c'est justement la philosophie du 19e siècle, qu'il va mettre les héros. Il y a Carlyle qui parle de héros, donc Napoléon qui est un grand héros de notre temps. Donc, et Tolstoï, justement, il dit non, c'est pas comme ça. Et donc, il va écrire, par exemple, Napoléon dans la campagne de Russie comme quelqu'un qu'il croit d'être le chef, le maître de la guerre, etc. Et il va, mais la chose étrange, c'est quand il va raconter, par exemple, la bataille de la Moscova, ou de Borodino, comme on dit les Russes, et là, c'est une description incroyable, parce que Napoléon, il est décrit comme un personnage, pas un héros. Donc à l'époque, il faisait scandale la description de Napoléon, pas comme à Austerlitz avec son camp, les soleils. Il n'y a pas des images comme ça classiques de Napoléon héros. Il y a la description de Napoléon qui, par exemple, à Moscou, il va regarder les portraits de son fils. Mais la description, c'était très amusant, non? Et l'important, par exemple, quand il souligne des petits moments, les guerres sont faites dans les hommes, donc c'est plus important. Les musiques russes qui va défendre sa petite position, et là, on peut changer les cours dans la campagne aussi historique comme la campagne de Russie. C'est pas Napoléon. Napoléon est derrière, il va regarder la bataille, c'est un peu la guerre classique, des personnages comme ça. Et il y a des personnages, par exemple, Pierre Bezoukov, notamment, et aussi le prince Andrei Bolkonsky, et sont très similaires à un autre personnage que j'adore, c'est Fabrizio del Dongo de Stendhal, qu'on regarde la bataille à l'intérieur. Donc on regarde les chevaux, les armes, les petits détails. Donc là c'est Tolstoï.
Non, pas Napoléon, sont les Platon Karatev, sont les moujiks russes qui ont décidé aussi l'histoire. D'accord. Mais voilà, la suite, Bon, le 14 avril, au centre, à l'Institut culturel de l'Italie, pour plus de, oui, merci. pour une discussion approfondie sur Tolstoï et sur Oui. son œuvre. Merci Sacha. Merci.